Donc, c'est ça, moi, ma communication porte sur le film de Gilles Groulx. Puis, dans le fond, c'est une espèce de tentative de penser le concept de durée qu'on trouve chez Henri Bergson, dans le fond, dans le film. C'est de voir les liens entre les deux. Je vais faire une petite introduction, puis ensuite, je vais montrer un petit extrait du film. J'espère que ça fonctionne bien, là. Hein, donc, si on pense à ce film-là, 24 heures ou plus, je pense que c'est un film qui se compose d'une série de scènes qui répondent bien à la fonction traditionnelle de l'allégorie, consistant, par exemple, chez Saint-Augustin, à nous faire comprendre une chose énigmatique, ce qu'il appelle in verbis, par le truchement d'une chose effective, in facto. C'est toujours un mouvement entre ces deux affaires-là, qui se présente d'emblée sous la forme d'une image profane ou présente à l'esprit. Que cette image profane soit le récit de la conversion d'une vie d'égarement païen comme dans les Confessions, ou la visite d'un petit 3,5 collé sur l'autoroute métropolitaine où on nous explique que la présence du vacarme libère l'esprit. Comme dans le film de Gilles Groulx, il y a une dame qui fait ça. Elle nous présente, c'est un 3,5, puis elle dit « Oui, on est dans l'action des choses, il y a du son, ça nous libère l'esprit. » C'est quand même assez drôle. Ou le chant du syndicaliste Louis Laberge nous rappelant qu'une matraque, ça frappe en tabarnak. Une autre petite scène. Ou encore le récit d'un ébéniste forcé par son employeur de s'intoxiquer à la colle contact. Il y a dans toutes ces choses une allégorie où il y a une tentative de clarifier un être qui n'est pas présent à l'esprit. C'est d'ailleurs selon ce réclame Gilles Groulx au tout début du film, alors que défilent des plans de la gare de triage, du quartier Saint-Henri, des usines de Pointe-Saint-Charles et de l'échangeur Turcot, filmés à partir d'un train mouvant au rythme du rock progressif d'Offenbach. Donc, juste peut-être voir un petit extrait. 24 heures ou plus. Nous avons tenté, avec une équipe réduite au minimum, d'enregistrer l'actualité sociale au jour le jour, sachant qu'avec nos moyens, il fallait compter sur la chance. Nous avons observé que les choses ne se produisent pas par hasard et qu'elles sont au contraire reliées par la réalité de l'ensemble qui, lui, est politique. Ça nous est apparu avec plus de clarté à Pio le Fou et à moi au moment d'assembler les nombreuses scènes du film. Dans un esprit de solidarité ou de dénonciation, nous avons rédigé un certain nombre de courts textes qui, dans le déroulement du film, peuvent apporter quelques éclaircissements. Bon. Ça donne le ton à ce qu'il dit. La question qui m'intéresse aujourd'hui est de savoir de quelle écriture parle Groulx ici. Quelle est cette activité qui lui permet d'éclairer la réalité de l'ensemble? Sur le site de l'ONF et ailleurs, en général, on décrit souvent 24 heures ou plus comme un pamphlet dont Gilles Groulx et Jean-Marc Piot seraient les auteurs. On conçoit son écriture, aussi bien les paroles et les textes que les images, comme un instrument politique à la promotion d'un idéal révolutionnaire, la réduisant ainsi, selon moi, à la représentation d'une thèse, d'une position, comme si le film s'apparentait à ces citations arides d'une quelconque bible de théorie marxiste qu'on distribuait dans un salon du livre anarchiste. Si j'ai choisi d'aborder ce film aujourd'hui dans un colloque portant sur une actualisation de la lecture, c'est que je considère que son incontestable positionnement sur le plan politique, comme tout discours de maîtrise d'un objet scientifiquement circonscrit, ne dure, comme l'explique Henri Bergson dans L'évolution créatrice, par exemple, que parce qu'il est indissociablement lié au reste de l'univers. Par-delà l'idéal d'un grand soir castriste pour le Québec, parce qu'il y a vraiment plein de scènes où on revendique cette espèce de révolution, il y a dans 24 heures ou plus ce que Bergson appellerait un travail intérieur de maturation et de création qui dure essentiellement et impose son rythme. Donc le terme écriture est trompeur ici s'il se contente de saisir ces instantanés de son objet immobilisé dans le béton de l'espace conceptuel. Et s'il nous empêche de considérer le mouvement allégorique figuratif qui traverse la durée des choses dans notre conscience collective. Si l'écriture qui s'accomplit dans les arts figuratifs est si estimable, c'est qu'elle laisse entrevoir la possibilité d'un mouvement qui ne trouve pas son origine dans le cerveau des neurologues. Cette écriture nous rapporte à l'intuition que, comme l'énonce Bergson dans Matière et mémoire, par exemple, c'est le cerveau qui fait partie du monde matériel et non pas le monde matériel qui fait partie du cerveau. À force de s'incliner devant la rhétorique du sujet psychologique du moi,
la pensée de l'art et de la littérature se refuse la possibilité de concevoir qu'elle puisse produire un savoir objectif sur le monde. Elle a par ailleurs pris pour du cash ce jugement péremptoire que Hegel nous livre solennellement dans l'esthétique et qui consiste à prétendre que les arts figuratifs ne peuvent être pensés que dans la perspective d'un éclaircissement des principes abstraits et des règles générales, autrement dit, des vérités proprement conceptuelles produites par la logique. Bergson, lui, n'en a que faire de toutes ces catégories métaphysiques qui continuent jusqu'à ce jour à enliser la pensée occidentale dans ce que lui concevait au début du 20e siècle comme des faux problèmes. C'est d'ailleurs ce qui explique que les universitaires aient rapidement congédié sa pensée, notamment au tournant de la vague structuraliste, en la réduisant à un spiritualisme plus ou moins inoffensif. Et moi, je dirais qu'il y a pourtant chez Bergson une pensée parfaitement cohérente autour du mouvement des choses. Chez Bergson, le cerveau est interpellé par la poussée naturelle des choses. Une poussée, un élan, disons, qui vient l'affecter sous forme d'image de l'action que nous pourrions entreprendre sur la réalité. Ainsi, les images objectivées par la conscience sont toujours de simples suggestions d'action chez lui, des figures désirantes, pourrait-on dire. Il appartient évidemment au moi d'y répondre ou pas et d'inventer les formes qui les feront durer dans l'esprit. La formation de ces images, ce qu'on appelle peut-être la pensée, peut se concevoir comme le choc entre notre perception de la matière, notre perception objective de ce qui est, et les figures logées dans notre mémoire, souvent de manière inconsciente, au travers desquelles nous donnons un sens à ce qui est perçu. Contrairement à Aristote, Bergson pensait la chose comme une pure mobilité qui se matérialisait au contact de notre esprit. Il croyait qu'il était tout à fait concevable que la conscience humaine puisse atteindre une connaissance objective de son mouvement sans devoir résoudre tous les problèmes posés par la métaphysique de l'être. Comme s'il fallait s'astreindre à isoler chaque pose du danseur pour comprendre une chorégraphie. Une telle connaissance était possible parce que la seule chose qui dure vraiment pour lui, par-delà tous ces objets aussi empiriques que conceptuels, que l'esprit fixe dans l'espace, c'est le devenir d'une conscience qui est toujours en train de se créer des figures pour se dire. Je dirais que c'est à la démonstration de cette durée-là que les figures toujours incomplètes de l'art sont les plus utiles. Si on se reporte maintenant à 24 heures ou plus, je dirais qu'il y a dans ce film une activité de mise en figure tout à fait pragmatique qui nous expose les faux problèmes engendrés par ce penchant à la fois romantique, scientiste et historiciste qui nous commande souvent de tenir compte de chaque petit pavé de connaissances jeté dans la mare de l'œuvre. Comme si le souffle de l'œuvre n'existait que pour nous faire traverser un chemin défriché d'avance vers une espèce de paix perpétuelle du concept kantien ou la fin de l'histoire hegelienne. C'est un petit clin d'œil à mes amis kantiens dans la salle, peut-être. Cette mise en figure dont je voudrais vous parler aujourd'hui et que je trouve dans le film de Grou, je la conçois plutôt comme un élan qui se médiatise à travers la virtuosité du montage. C'est ce qui fait la grande force, je trouve, du cinéma de Grou. Un montage baroque expérimental, ce que Grou appelle un assemblage qui se rend disponible à enregistrer la dilatation d'une conscience objective du devenir québécois sous la forme d'allégories nous tirant hors du bourbier idéologique. L'actualisation qu'elle opère n'est pas horizontale, elle n'est pas historique et ne nous rapproche d'aucun but. Son effet est vertical. Il nous libère du poids de l'étendue terrestre. C'est bien ce que rend cette scène savoureuse du film, tirée d'une conférence de presse de Paul Desmarais, où le père propriétaire du quotidien La Presse se pose en grand chevalier de la lutte contre la propagande idéologique des syndicats, qui voudraient, selon lui, contrôler l'information. Il y a une scène où il parle de ça. Ce qui est quand même assez drôle, de voir Paul Desmarais parler du contrôle de l'information. Grou n'a pas besoin d'apparaître à l'écran ou nous souffler en voix off à quel point l'affirmation du façonneur en chef de l'image de Marc de Jean Charest et Nicolas Sarkozy est ironique. Il se peut très bien que M. Desmarais se soit véritablement cru le porteur d'une lutte bienveillante contre l'idéologie. Le fait demeure qu'en le laissant déployer lui-même la mise en scène de son discours néolibéral, la scène expose toute la mythomanie que recouvre le concept d'idéologie en 1971. L'écriture qui m'intéresse est celle qui nous permet de distinguer les figures qui ancrent notre esprit dans l'espace lisse et parfaitement coordonné de l'esthétique et de la théorie, de celles qui, au contraire, dilatent notre conscience, lui éclairent l'expérience de sa durée, lui donnant accès à des formes allégoriques qui ne cherchent pas à masquer les aspérités et les discontinuités du réel. Les figures qui dilatent l'esprit sont celles qui nous montrent que lorsque la conscience se condense autour d'un objet harmonieux, semblant s'extirper de l'arc narratif qui l'a révélé, lorsque nous pensons avoir atteint le noyau conceptuel d'une chose,
La surface et les arêtes de cet objet apparemment essentiel ou ontologique ne sont en fait, comme nous le dit Bergson souvent, que le dessin d'un certain genre d'influence que nous pourrions exercer en un certain point de l'espace. Si on s'attarde un instant à cette manière dont Bergson conçoit le travail de la conscience, on voit bien qu'il s'en prend au pouvoir lénifiant d'une certaine figuration esthétique dont on aime bien faire l'historique en s'inspirant du modèle hegelien. Dans tous ses livres, Bergson revendique la création de formes qui résistent à la tentation de s'enligner dans un espace artificiellement homogène où tout s'enchaîne dans un progrès prévu d'avance, un peu comme le font certains cours de littérature au cégep, où la lecture des œuvres doit trop souvent s'effectuer dans le sillon d'une histoire littéraire complètement retirée du monde actif et imprévisible dans lequel vivent les étudiants. Ce qui fait en sorte que des fois, ils ont de la misère un peu à s'identifier. Hein? Ce que revendique Bergson, au contraire, ce sont des figures qui contribuent au saisissement objectif de la durée réelle. Des figures mobiles, donc, qui éclaircissent l'action réelle que les choses nous inspirent. Et là, j'ai une citation, j'avais un PowerPoint, mais je ne pense pas que c'est nécessaire. Je vais juste vous lire une petite citation qui, je pense, résume bien ce que j'essaie de dire là, par rapport à la durée qu'on voit dans le film. Bergson, il va dire « L'action ne saurait se mouvoir dans l'irréel. Hein? » Pour lui, l'esprit pensant, c'était vraiment une façon de penser l'action. D'un esprit né pour spéculer ou pour rêver, je pourrais admettre qu'il reste extérieur à la réalité, qu'il la déforme, qu'il la transforme, peut-être même qu'il la crée, comme nous créons les figures d'hommes et d'animaux que notre imagination découpe dans les nuages. Mais une intelligence tendue vers l'action qui s'accomplira et vers la réaction qui s'en suivra, palpant son objet pour en recevoir à chaque instant l'impression mobile, est une intelligence qui touche quelque chose de l'absolu. Donc, pour moi, la force du film et la force du cinéma vérité en général, qui a tant influencé la forme du documentaire québécois, c'est le parti pris en faveur du mouvement. Ce mouvement qui nous ramène à l'essence de la durée. Le parti pris se matérialise dans la figure, à mon sens, du train, hein, dans l'extrait que je vous ai montré, et que nous trouvons un peu partout dans le cinéma de Grou, dans Golden Gloves aussi. Il y a vraiment une obsession avec cette image-là. Dans 24 heures ou plus, c'est le train mouvant qui succède au plan fixe de ce fermier cultivant son champ de patates comme les descendants pêchent le marsouin dans Pour la suite du monde. Plus d'une fois dans son film, Grou fait dérouler la parole, celle de Michel Chartrand notamment, sur le fond d'une image fixe, nous rappelant ici qu'il y a dans la création de figures allégoriques un mouvement qui se dérobe à une succession de plans fixes, créant l'illusion d'une progression mesurée de la réalité. Bien qu'il lui reconnaisse une présence, 24 heures ou plus n'est pas le descendant du cinéma de Pierre Perrault, ni son antithèse. La référence au passé s'inscrit dans une dialectique que nous trouvons tout au long du film, entre le fatalisme des plans fixes et l'allègement de l'attention qu'opère le mouvement gracieux du montage, en extirpant le propos du dispositif du fait journalistique. Comme tout langage, le langage de ce film tend de manière ostensible à suggérer une connexion entre une série d'images signifiantes, par exemple un discours enflammé de Robert Lemieux, l'avocat des felkistes, les mouvements répétitifs d'un opérateur de machine à coudre payé 60 sous à l'heure en 1971, une réunion de jeunes qui veulent concurrencer les TV dinners de General Foods, hein, assez baroque comme film, et des signifiés qui informeraient ce que Grou appelle à juste titre la réalité de l'ensemble. Cette suggestion est d'ailleurs renforcée par la curieuse insertion en mortaise d'une image d'un jeune Jean-Marc Piot, par exemple, à la frange rebelle, commentant ces quidams taciturnes apparemment incapables de communiquer qui sont filmés dans le métro de Montréal et nous expliquant, tel le prof d'université qu'il est devenu, que les images sont l'illustration d'un « struggle for life ». Hein. Il le dit en roulant ses airs, lui. Là. Ces plans statiques en mortaise qui font passer les cinéastes pour de vulgaires animateurs de télé communautaires sont, quoi qu'on en pense, au cœur du mouvement allégorique qui rend l'œuvre si singulière. En imposant, malgré l'intention consciente des cinéastes, sans doute, là, je ne sais pas, là, je ne leur ai pas parlé, là, cette figure amalgamée du maître, de l'auteur moralisateur et du théoricien néo-marxiste à Saint-Saëns, qui menace sans cesse de tuer la possibilité d'une lecture créative des scènes, le film pousse à son paroxysme la rhétorique du terroir et du maître jésuite qui a présidé au climat d'aliénation qui enveloppe toute la réalité de l'ensemble que le film cherche à saisir. Filmé en 71, 3 ans après mai 68, 1 an à peine après la crise d'octobre et au cœur d'une exacerbation violente des luttes syndicales, il nous rappelle néanmoins cette difficulté pour la conscience québécoise de dire quoi que ce soit sans affronter la figure du maître.
La présence de ce maître, que ce soit le seigneur du capital Paul Desmarais, le premier ministre Robert Bourassa, la police des États-Unis, l'homme blanc, on trouve ça partout dans le film, et partout, même dans cette figure du prof au discours magistral ou du théoricien de la Révolution que les cinéastes utilisent pour nous présenter leurs idées. Le maître ici n'est ni une fiction ni un concept, mais une métaphore puissante qui habite l'inconscient postcolonial des Québécois. Il faut voir par quel moyen le film parvient à congédier l'autorité de ce maître, cependant. C'est en réfléchissant à l'influence du dispositif cinématographique sur la conscience que Groulx combat le pouvoir statique du maître avec la mobilité de l'allégorie. La virtuosité de son assemblage accentue la désuétude des plans fixes. Par exemple, même ceux où il se montre en train de lire un texte sur un support papier. Au début, on le voit avec sa petite feuille de papier. C'est quand même assez drôle pour un cinéaste qui est aussi bon pour faire du montage. Le mouvement se trouve dans l'enchevêtrement des scènes qui nous rappelle que la conscience du présent est toujours tendue entre la mémoire du passé, qui s'expire toujours dans une action, et l'avenir qui est toujours déjà là de manière virtuelle. L'effet durable du film se matérialise notamment, comme je l'ai mentionné plus tôt, dans la figure du train et la présentation stylée, tant au plan du montage que du propos, qui reproduit le mouvement de l'allégorie. Voilà le fil conducteur qui relie Louis Riel, les porte-paroles autochtones, le poète beat et Dharma Bum Gary Snyder, le Black Panther et chef de la Rainbow Coalition Fred Hampton. Tous ces gens viennent tous dilater la conscience de notre liberté. Ils tracent tous une silhouette décentrée flottante. Ils personnifient ce qui n'est pas encore fixé dans l'étendue de l'acceptabilité épistémique. Ils personnifient, autrement dit, ce qui n'est pas acceptable comme vérité conceptuelle en 1971. Comme nous le rappelle Bergson dans L'évolution créatrice, c'est toute notre intelligence qui s'insurge contre cette idée de l'originalité et de l'imprévisibilité absolue des formes. Il y a dans 24 heures ou plus un mouvement intuitif qui échappe à cette faculté par laquelle notre esprit se saisit des choses ancrées dans l'espace étendu de la perception. Cette faculté que Spinoza et ses contemporains appelaient l'entendement nous a habitués à asseoir ce que nous percevons dans des lieux fixes et homogènes que nous avons l'habitude de considérer comme indispensables au partage du sens. Pourtant, si nous sommes aujourd'hui à même de reconnaître les héros postcoloniaux du film, si le documentaire reste une forme dynamique dans notre cinéma, si nous restons sceptiques au Québec face aux absolutismes identitaires, si nos radios commerciales osent se moquer innocemment du LGBTQ2, c'est en partie parce que des créateurs comme Groulx ont eu le courage de créer des formes esthétiques concrètes capables de fluidifier les métaphores passéistes qui colonisent l'esprit populaire et de mobiliser la conscience autour d'une nouvelle façon de se figurer la réalité de l'ensemble. L'effet du film ne meurt pas avec la mort de l'idéal révolutionnaire. Il dure au même titre que durent les propos de Fred Hampton lorsqu'il nous explique très calmement qu'il est destiné à mourir pour sa cause. Leur durée est allégorique. Elle fraye sans cesse de nouvelles figures de la liberté. Elle dure en inspirant une action dont les auteurs ne pouvaient prévoir la forme. En cela, le film rejoint une réalité qui dépasse totalement la fatigue culturelle québécoise pour rallier, selon moi, la conscience universelle. Cette réflexion que nous trouvons dans le film sur le pouvoir des métaphores de l'immobilité résonne également dans plein d'autres sphères. Je pense par exemple à ce portrait du philosophe matérialiste que nous a légué Louis Althusser, qui investit à sa façon l'allégorie du train. Il y a une citation dans ce texte-là où il raconte que pour lui, le philosophe matérialiste, c'est un homme qui prend un train. L'âge de l'homme n'a nulle importance. Il peut être vieux ou jeune. L'essentiel est qu'il ne cache pas où il est, qu'il ne sache pas où il est et qu'il ait envie d'aller quelque part. C'est pourquoi, comme dans les westerns américains, il prend toujours le train en marche, sans savoir d'où il vient ni où il va. Bien plus qu'un pamphlet 24 heures ou plus est un suspense, car son dénouement, comme le précise Groulx dans le film, dépend de nous tous. Merci.